Bonjour. Nous revoilà donc au Medfel 10 ans après ses débuts pour une nouvelle conférence bio. Alors, depuis les débuts du Medfel, le marché bio a été multiplié par 4. 8 milliards d'euros actuellement, dont 1,3 milliard pour les fruits et légumes. Je dirais que si le bio a changé d'échelle, c'est d'abord grâce à l'appétit des consommateurs. Donc le bio n'est plus un marché de niche, c'est même un segment de marché, c'est comme ça qu'on dénomme les économistes, et un segment de marché à forte croissance. Alors, cette mutation qui est en train de s'opérer peut-elle se faire en restant fidèle à ses valeurs, à ses principes fondamentaux? Eh bien, nous verrons ça avec nos invités et de savoir de quelles valeurs on parle d'ailleurs, et s'il est possible de les concilier avec la croissance du marché et les défis qu'elle suppose. Donc, plutôt que de présenter les invités, ils vont se présenter eux-mêmes. Peut-être d'abord Dominique. Alors, Dominique Sénécal, je suis gérant d'un magasin Biocop sur Alès, dans le Gard. Grâce à cette position de gérant de magasin, je suis élu au conseil d'administration de Biocop, référent de tout ce qui est filière et produits. Et je suis également président de la région sud-est, sud-est Rhône-Alpes, donc une grande région puisque c'est un quart sud-est de la France. Voilà, et ça fait une petite dizaine d'années que je suis au conseil d'administration, donc je commence à avoir une petite expérience dans le domaine. Et en charge de la construction des filières, si j'ai bien compris. Oui, en charge de la construction des filières. Merci Dominique. Bruno. Bruno de Mora Fernandez, économiste chez Coface, donc l'assureur crédit français, économiste responsable de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis. Et donc on fait des publications sur la macroéconomie et aussi sur le sectoriel et même sur les segments de secteurs comme le bio actuellement. Alors vous avez lancé une étude sur le bio. D'abord, pourquoi vous avez lancé cette étude, en 2 mots? Pourquoi l'étude? Tout simplement car c'est un marché qui progresse très vite. On a un véritable engouement, on le voit d'ailleurs dans les médias, on en parle énormément. On voit au quotidien des produits bio un peu partout. On voit des magasins bio qui ouvrent de plus en plus partout. Donc effectivement, on s'est demandé si cette croissance du marché bio, qui était même visible, représentait un défi et quels étaient ces défis-là. D'accord, il n'y a pas un enjeu de déséquilibre du commerce extérieur dans tout ça? Effectivement, après, une fois qu'on a creusé le sujet, comme on va le voir maintenant, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement un certain déséquilibre sur lequel je vais revenir, mais ce n'était pas vraiment au début, on va dire, le point d'entrée de notre étude. C'était vraiment la croissance de ce secteur et les défis qui sont inhérents à une telle croissance. D'accord. Alors on va directement donc voir les principaux résultats de cette étude, si on veut bien lancer le diaporama. Alors la parole est à vous. D'accord. Donc cette étude, comme vous pouvez le voir, s'appelle donc le changement d'échelle du marché bio peut-il s'opérer en restant fidèle à ses valeurs? Et c'est également le nom donc de cette table ronde, car effectivement la croissance du marché sous-entend des défis qu'on va voir. Donc d'abord, pourquoi cette étude? Je l'ai déjà dit, car l'engouement est réel et on s'est vraiment posé la question sur quels sont les défis. Et on va le voir maintenant très vite, très rapidement, on ne va pas forcément tomber dans les chiffres, mais on peut voir que les Français réellement consomment de plus en plus de produits bio. Vous le voyez ici, la tendance est claire. On a 92% des Français qui ont consommé des produits bio en 2017. Et au-delà de ça, on en a 72% qui en ont consommé régulièrement, donc plus d'une fois par mois, au moins une fois par mois. Donc c'est considérable. Au-delà de ça, ce qui est très intéressant ici, c'est de voir les 2 cycles. On a tout d'abord un cycle 2004-2012 où la proportion de consommateurs de produits bio est restée stable. Et depuis, un énorme boom. Depuis 2012, vous le voyez, on a vraiment enregistré une progression de 30% des Français qui ont commencé à consommer du bio. Au-delà de ça, on sait, par exemple, si on se penche sur les fruits et légumes, que 81% des Français ont consommé des fruits et légumes bio en 2017. Et au-delà de ça, que 59% en ont consommé régulièrement, au moins une fois par mois. Les fruits et légumes sont le segment du bio que les consommateurs privilégient. C'est le premier produit que les consommateurs de bio consomment devant les produits laitiers et les œufs. C'est donc vraiment un marché qui se porte très bien. 2 fois plus de consommateurs réguliers, tu as une explication à ça, Dominique?
Je pense que le sérieux sur lequel s'est développée la bio française, et je spécifie bien la bio française, est quand même un élément déterminant là-dessus. Je pense que quand on voit tous les scandales alimentaires qu'il peut y avoir, la bio s'en sort très bien. On dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. On ne fait pas toujours très bien, mais quand on ne fait pas très bien, on le dit et on explique les raisons pour lesquelles c'est pas toujours très bien. Et à mon avis, c'est une des raisons pour lesquelles la bio se porte bien et que c'est un marché sur lequel le consommateur est confiant. On dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit, ça c'est une des valeurs fondatrices de la bio donc. La fondatrice de la bio, je ne sais pas, mais de Biocop en tout cas, oui. D'accord, ok. On poursuit. Ça répond vraiment à des tendances de consommation globale dans la société française avec une volonté de consommation vraiment équitable, durable, responsable. Et effectivement, quand on demande aux Français pourquoi consommez-vous du bio, les premières réponses sont l'environnement, la santé, la qualité, le goût des produits et également la sécurité de la certification. Donc on voit vraiment qu'il y a une tendance, une volonté de consommer responsable et que justement le bio est probablement la principale réponse à cette volonté-là. Et comme on le voit donc, le marché des produits bio a fortement cru, vous le voyez sur le graphique de gauche, entre 2008 et 2009, puis il y a eu un ralentissement. Il y a eu un net ralentissement en 2010, 2011, 2012, avant, depuis 2014, le boom que j'ai évoqué, et on voit des croissances à 2 chiffres, des croissances annuelles à 2 chiffres, c'est donc considérable. Et si on se penche sur l'offre, donc où on regarde les surfaces converties et celles en conversion, mais si on se penche sur les converties, donc celles qui sont en mesure de produire effectivement du bio, on voit qu'on a une stagnation entre 2004 et 2009, puis une forte progression entre 2010 et 2012, et enfin encore un certain ralentissement. Et donc, ce qui veut dire que l'offre et la demande sont cycliques, mais surtout qu'elles n'ont pas été vraiment synchronisées au cours des dernières années, ce qu'on va voir mieux ici. C'est ce que vous voyez sur le graphique de gauche. On a donc d'un côté la demande, qui est en bleu, qui est représentée par la croissance de la consommation, et en vert, vous avez la croissance de l'offre. Comme vous pouvez le voir, il y a 2008-2009, donc que j'avais évoqué, forte croissance de la demande et l'offre qui était en début de conversion, donc qui ne pouvait pas encore y répondre. Puis on a une offre qui progresse fortement 2011, 2012, 2013. Et enfin, vous le voyez là, le creux. Il y a un creux entre 2014 et 2016 où la consommation explose et où l'offre, vous le voyez, ne suit pas. Et ce creux, il profite à qui alors? C'est ce qu'on voit sur le graphique de droite avec, comme vous le voyez, des importations qui ont diminué dans un premier temps, entre 2009 et 2014, justement car l'offre a répondu. L'offre locale, l'offre française avait progressé. Toutefois, on voit justement une inversion de tendance. 2014-2016, on a une progression des importations de la part des produits importés, tout simplement car l'offre française n'a pas été en mesure de répondre à ce boom de la demande, et donc on importe davantage pour compenser cet écart. Et ça vaut aussi pour les fruits et légumes apparemment, hein? Effectivement, comme vous pouvez le voir ici sur ce graphique, on a vraiment une progression des importations dans les fruits et légumes, également dans les produits laitiers. Mais les produits laitiers, c'est aussi en lien avec les difficultés qu'a connues la filière en France ces 2 dernières années, qui devraient être compensées progressivement. Mais effectivement, sur les fruits et légumes, c'est le principal segment qui est affecté justement par ces difficultés et cet écart entre offre et demande qui s'est créé entre 2014 et... Comment on situe par rapport à ça chez Biocop, par rapport aux importations et au risque d'amplification des importations? Alors chez Biocop, on a toujours importé, je pense qu'on importera toujours. Tant que le marché va être en croissance, on importera. Pour faire un consommateur bio, il faut quelques mois. Pour faire un producteur bio, il faut quelques années. Donc rien que là, on a un décalage. On va chercher des produits quand on ne peut pas les avoir en France. Donc il y a des produits qui structurellement on ne peut pas avoir en France. On parle des agrumes, on parle des bananes, on parle du chocolat. Mais il y a aussi ceux qu'on pourrait avoir en France et qu'on n'a pas encore en France. On les fait faire à l'étranger. Et petit à petit, on rapatrie la production en France. Donc on a là un réservoir, un vase d'expansion qui permet de sécuriser le développement des producteurs français. Il ne faut pas l'oublier non plus. Et ça permet aussi de sécuriser l'étranger parce que ils travaillent pour notre croissance. Et quand je dis l'étranger, chez Biocop, c'est Espagne ou Sicile, hein, ça ne va pas beaucoup plus loin.
Bon, il y a aussi des exceptions qui confirment la règle, mais globalement, c'est le bassin méditerranéen et si possible, cette rive-là du bassin méditerranéen. Mais ce phénomène-là, il est inévitable. Sinon, on ne développera pas la bio. Comme je le dis, il faut quelques mois pour faire un consommateur, il faut des années pour faire un producteur. Donc quand le marché est là, on essaie d'y répondre au mieux. Oui, oui, bien sûr. On poursuit peut-être avec vous sur les défis que tout ça suppose, peut-être. Exactement. Donc cela montre qu'effectivement, c'est une opportunité fantastique pour l'agriculture et pour le secteur bio, ce développement et cet engouement, car très rares sont les filières qui enregistrent de nos jours des croissances à 2 chiffres, mais en même temps, par définition, ce changement d'échelle comporte des défis. Et notamment, selon nous, 4 facteurs principaux de cette mutation que je vais évoquer maintenant. Donc tout d'abord, le premier facteur, c'est l'innovation. L'innovation, après tout, vient très naturellement à l'idée lorsqu'il s'agit d'évoquer les perspectives de n'importe quel secteur. Mais ça pourrait être d'autant plus pertinent pour le bio. En effet, comme vous le savez probablement, les rendements sont inférieurs d'environ 20%. Toutes cultures confondues, les études s'accordent entre 19 et 25%. Donc si on estime qu'on a des rendements inférieurs de 20%, il s'agit de le compenser justement avec davantage d'innovation. En effet, les cultures bio sont plus vulnérables, ne serait-ce que parce qu'il y a des aléas climatiques et notamment également l'apparition de maladies que le non-usage justement de produits chimiques ne permet pas de compenser. Et donc, par exemple, il y a une agriculture de précision qu'on peut développer, vers laquelle on peut aller. Par exemple, dans la viticulture, on a des capteurs de couleurs qui permettent de distinguer des centaines de nuances de couleurs. Et par exemple, ça permet d'anticiper l'apparition d'une maladie qui s'appelle la flavescence dorée. La flavescence dorée, lorsqu'on la voit à l'œil nu, c'est-à-dire lorsque les feuilles deviennent jaunes, c'est trop tard. Il faut arracher tous les plants. L'usage de capteurs de couleurs permet notamment donc d'anticiper très largement le traitement et donc de sauver les cultures. Il y a également des capteurs d'humidité qui permettent de déterminer le moment optimal pour irriguer, pour ramasser, pour vendanger ou pour traiter. Donc tout cela sont des exemples d'innovation vers lesquels on peut aller pour compenser justement ces rendements qui sont naturellement inférieurs. D'accord. Et il y a donc la technologie, vous pensez que la technologie peut venir, j'allais dire, non pas au secours, mais à l'appui du développement de la filière bio. C'est ce que vous imaginez, enfin, vous espérez. Et est-ce qu'il y a des limites à ça? Moi j'ai presque envie de répondre que les rendements ne sont pas naturellement inférieurs, ils sont artificiellement supérieurs dans l'agriculture conventionnelle. Si on n'apportait pas toute cette chimie et toute cette recherche de surproductivité, on ne serait pas à ces rendements-là. Donc il ne faut pas renverser le problème. Ils ne sont pas naturellement inférieurs chez les bio, c'est qu'on a artificialisé l'agriculture et on a obtenu des rendements qui ne sont pas du tout naturels. Ceci dit, est-ce qu'il faut qu'on s'interdise les acquis de la technologie? Je veux penser par exemple en production fruitière. Il y a une technique dont les résultats maintenant sont avérés, c'est la thermothérapie, donc qui consiste à brumiser avec de l'eau chaude les fruits qui n'ont pas été subis de traitement de conservation au champ. Et qui, par cette méthode, qui est tout à fait naturelle, donc, pourront avoir une durée de vie plus intéressante et moins de pertes dans la chaîne de distribution. Alors, est-ce que c'est encore conforme à l'éthique de la bio? Il faut aller jusqu'au niveau que la nature peut accepter. Il faut s'aider de la nature, il ne faut pas la contrecarrer. Et dans ce cas-là, on va comparer des choses qui sont comparables. Et bien sûr que la technologie au service de l'agriculture bio, on est tout à fait d'accord. Sauf qu'à un moment donné, on déplace la problématique, l'équilibre écologique est rompu, et puis on arrive dans les aberrations de la société qu'on a combattue depuis 30 ans. Donc, tant qu'on reste dans un équilibre écologique respecté, dans l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, donc on est toujours dans l'esprit de la bio. À mon avis, oui. Donc on a des marges de progrès. Oui, exactement. Il me semble qu'il y a clairement des marges d'innovation, de progrès techniques et technologiques qui permettent justement de rester fidèle à ces valeurs tout en augmentant les rendements et en s'en rapprochant en tout cas. D'accord. Un autre défi? Le second défi sera notamment le fait d'augmenter les rendements d'échelle pour les producteurs. En effet, comme vous pouvez le voir ici, l'agriculture biologique est plus intensive en main-d'œuvre. Sur le graphique que vous voyez là,
Donc on a la surface par unité de travail annuel. L'unité de travail annuel, c'est une personne qui travaille à temps plein toute l'année. Or, comme vous pouvez le voir, donc, il faut une unité de travail annuel, quelqu'un qui travaille à temps plein toute l'année, pour cultiver à peu près 40 hectares dans l'agriculture en général et à peu près 20 hectares dans les exploitations bio. Dit en d'autres termes, cela veut dire que pour cultiver 40 hectares, il faut une personne dans l'agriculture en général et 2 personnes dans l'agriculture bio. Donc, d'un côté, c'est bon, car cela veut dire qu'il y a un gain social. Lorsque ce secteur croît, on crée davantage d'emplois, mais ça veut aussi dire, par définition, que davantage de main-d'œuvre ou davantage, de main-d'œuvre sur une même surface, ça veut dire davantage de coûts. Et par définition, donc, c'est un défi pour la rentabilité des exploitations bio. Et c'est pourquoi, on va le voir, il y a une marge notamment pour augmenter les rendements, notamment en allant vers des exploitations plus grandes, vers une taille plus importante d'exploitation bio. Car comme vous pouvez le voir, la France, donc ici, apparaît en 15e position dans l'Union européenne du classement des tailles moyennes des exploitations bio des plus importantes. De plus, au-delà de ça, on voit que si on compare donc les exploitations bio aux exploitations agricoles en général en France, elles sont plus petites. La barre bleue pour la France est plus petite que la barre verte. De plus, si on se penche maintenant sur la composition justement de ces surfaces, on voit que dans l'exploitation bio, on a davantage de prairies permanentes qui tirent à la hausse, de façon on va dire artificielle, la taille moyenne, ou en tout cas qui tend à surestimer la taille moyenne des exploitations bio. Donc en fait, l'écart entre la taille d'exploitation bio et des autres exploitations est encore plus grand que cela. Et on pourrait se dire que c'est normal après tout, qu'on est dans une économie, dans une agriculture à taille humaine, qui est inhérente à l'agriculture bio. Et pourtant, lorsqu'on se penche sur le reste des pays de l'Union européenne, on voit que dans 20 des 28 pays de l'Union européenne, on a des barres bleues qui sont plus grandes que les barres vertes. Donc en fait, ce n'est pas vraiment une règle dans l'Union européenne, le fait d'avoir des exploitations bio forcément de petite taille, ou en tout cas forcément plus petites que les exploitations conventionnelles. On a donc vraiment une véritable marge de progression, sans pour autant tomber dans des exploitations gigantesques, mais pour progresser justement du coup, enregistrer des gains de rendement d'échelle. Ça faisait partie un petit peu, si mes souvenirs sont bons, des slogans ou des motivations de Biocop. Conserver une bio à taille humaine, ça veut dire quoi? Et à partir du quand on a perdu ce caractère humain dans la production de la bio? Moi, j'ai déjà envie de répondre sur la première partie, sur le fait que la bio a besoin de plus de main-d'œuvre que le conventionnel. Moi, je m'en réjouis. Et je trouve que la bio n'est pas faite pour cultiver la misère, elle est faite pour cultiver une économie de territoire où on a... Alors je ne fais pas l'apologie du small is beautiful, hein, ça n'a rien à voir. Je pense qu'il y a une taille où on se sent bien sur son exploitation, on arrive à maîtriser son exploitation, et puis il y a une autre taille où on fait de la culture qui devient industrielle. On en a besoin, on s'en sert, je ne cache pas qu'on en achète aussi chez Biocop, mais ce n'est pas celle-là qu'on met en priorité. Par contre, on travaille beaucoup sur la construction de coopératives qui fait que les exploitations, les grosses exploitations, et quand on dit des grosses exploitations dans le paysage agricole, ça fait rigoler parce que ça reste encore des exploitations très moyennes, mais elles soutiennent des exploitations plus petites et que le fait que ces gens-là se mettent ensemble pour produire ensemble, commercialiser ensemble, ça fait que les deux sont viables et que les deux modèles arrivent à trouver leur place. Et qu'un réseau comme Biocop n'aurait pas la possibilité d'acheter les 20 kilos, les 20 caisses de poireaux d'un producteur, mais s'il les met avec quelqu'un qui en a 150, et ben ça finit la palette et Biocop les prend. Et je crois que c'est bien ce modèle-là qu'il faut qu'on continue à travailler, quelque chose qui soit axé sur une économie territoriale, sur lequel les exploitations doivent avoir la taille nécessaire pour arriver à des coûts de production qui soient raisonnables par rapport à un prix du marché, mais qui ne fassent pas obligatoirement l'apologie du gigantéisme. Et moi, ça m'est un petit peu égal que dans le reste de l'Europe, on ait des fermes de 1000 vaches. Ce n'est pas pour ça que j'ai envie d'en avoir ici, et surtout pas en bio. Donc il y a de la place pour tout le monde, pour tous les types d'exploitation chez Biocop. Oui, c'est ça. On poursuit? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, le grand intérêt de l'augmentation de la taille, tout d'abord, c'est l'accroissement des rendements d'échelle qui permettent, in fine, de produire davantage sur une même taille de parcelle. Au-delà de ça, il y a également un avantage, car cela permet
de produire des produits de meilleure qualité car ça réduit le risque d'être contaminé par les surfaces environnantes. Plus vous produisez sur une surface importante, moins vous risquez d'être contaminé par les autres surfaces qui, elles, ne seraient pas en bio. Au-delà de ça, on a également, comme l'a très bien dit M. Sénécal, la nécessité de réduire les coûts logistiques, notamment en formant des coopératives, en mutualisant les coûts. Ici notamment, je reprends l'exemple de la coopérative Biolait, qui, donc au début, c'était 6 éleveurs de vaches, donc producteurs de lait, qui se rendaient compte que certains n'étaient pas assez rentables, donc, car étaient trop petits et trop loin de la laiterie. Et donc, au final, la laiterie ne venait pas chercher le lait, ne venait pas les collecter, car ce n'était pas assez rentable. Au final, cette coopérative représente un tiers des volumes collectés en France de lait bio. Et grâce notamment donc, à cette coopérative, désormais déjà tous sont devenus relativement rentables car en tout cas leur collecte est possible. Et au-delà de ça, ils ont un pouvoir de négociation auprès des distributeurs ou des transformateurs qui est tout autre. Lorsque vous allez voir les distributeurs ou les transformateurs avec votre petit volume ou que vous allez le voir avec un volume substantiel comme c'est le cas là pour Biolait avec un tiers des producteurs de lait, votre pouvoir de négociation pour répartir la valeur ajoutée de façon plus équitable est évidemment beaucoup plus important. La question de fond, c'est quand même, parce que le terme industrialisation me choque, moi qui raisonne un peu en termes de technicien, est-ce qu'on peut dire que la production bio, elle est dénaturée sur une exploitation qui serait de trop grande dimension? On peut très bien, à mon sens, respecter la biodiversité et avoir un impact positif sur l'environnement, y compris dans une exploitation bio à grande échelle. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis d'accord à condition. Pour qui on travaille, pour qui on fait tout ça? Est-ce qu'on le fait pour un système économique qui doit s'emballer et voir la disparition de la dimension humaine, ou est-ce qu'il faut qu'on le fasse pour la dimension humaine? Si on arrive demain à limiter le temps de travail par 2, mais que ce ne soit pas pris sur le niveau de vie des gens, ça veut dire qu'on a trouvé une organisation de société qui permette de travailler moins, de travailler mieux, de supprimer un tas de travail qui sont plutôt rébarbatifs et, pas être vulgaire, mais barbants. J'ai trouvé le terme pour pas être vulgaire, je suis ravi. Et ben tant mieux. Sauf qu'aujourd'hui, le système économique, il est basé sur un système capitaliste où ça se réduit toujours par des disparitions de main-d'œuvre, des disparitions d'entreprises, une concentration des entreprises. On se retrouve avec des fermes sur lesquelles il y a 2 personnes, tout est mécanisé, mais le partage du gain de productivité, il n'est pas fait. Donc on se retrouve avec des terres qui s'appauvrissent, des régions qui s'appauvrissent et une disparité d'un paysage agricole, d'un paysage économique agricole. C'est contre ça qu'on se bat. Après, la taille des exploitations, quelque part dans ce débat-là, c'est secondaire. C'est secondaire, donc en fait l'essentiel c'est une juste rémunération du travail agricole, et oui, quelle que soit la dimension de l'exploitation. Qu'il y ait un juste partage et qu'on trouve un système de société sur lequel chaque citoyen a la possibilité de se nourrir convenablement et d'avoir... aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, le système économique tel qu'il est construit, il est construit sur la concurrence où il faut limiter les prix pour limiter les prix. C'est vrai aussi chez Biocop. Non. Aujourd'hui, on essaie de s'adapter à un marché qui nous encercle de plus en plus. Donc, on est bien sur cette réflexion-là. Il faut bien qu'on ne soit pas en décalage d'un marché, mais on a toujours la réflexion, c'est quoi la place de l'homme dans le modèle qu'on est en train de construire. Et je pense que la société l'a un peu oublié. D'accord. On poursuit peut-être? Oui. Donc, on va passer au 3e enjeu, l'alimentation, et c'est donc l'évolution de la structure de la distribution. Comme vous pouvez le voir, il y a 5 principaux acteurs ou types d'acteurs sur ce marché. Ce sont donc la GMS ici, donc les grandes et moyennes surfaces, la grande distribution. Nous avons les distributeurs spécialisés en réseau, les distributeurs spécialisés indépendants, la vente directe, les artisans et commerçants. Et comme vous pouvez le voir dans l'évolution de la part de marché des grandes et moyennes surfaces, on a 3 cycles qui se démarquent. Tout d'abord, on a eu une première phase, vous le voyez, entre 2007 et 2011-2012, où la part de marché de la grande distribution a fortement progressé, est passée de 40 à près de 50%, notamment probablement en lien avec la première stratégie de la grande distribution qui était de lancer des produits 100% bio, leurs marques bio, comme Carrefour Agir Bio, Bio Village par Leclerc ou Auchan Bio ou autres. Puis on a eu une seconde phase où, on peut le voir entre 2012 et 2015,
les distributeurs spécialisés en réseau ont fortement progressé. On le voit mieux même sur le graphique de droite, avec, vous le voyez, les taux de croissance. Dans un premier temps, on a des barres bleues qui sont nettement plus importantes que la moyenne des autres barres et que toutes les autres barres, donc. Et en second temps, en 2012, on a toutes les barres vertes qui sont vraiment plus importantes que la moyenne et que les autres. Cela veut dire que donc, tout simplement, les distributeurs spécialisés en réseau ont repris des parts de marché aux grandes et moyennes surfaces entre 2012 et 2015. Maintenant, à partir de 2015, vous le voyez, depuis 2015, il semble qu'on ait une inversion de tendance. Là où on allait vers un rééquilibrage du marché, justement entre grandes et moyennes surfaces et distributeurs spécialisés en réseau, on a des grandes et moyennes surfaces qui, il le semble, regagnent des parts de marché. Cela peut être mis en lien justement avec leur nouvelle stratégie. C'est-à-dire qu'à partir de 2012-2013, lorsqu'elles ont vu qu'elles perdaient des parts de marché, elles ont essayé de changer de stratégie en passant des produits bio aux magasins 100% bio, avec notamment Cœur de Nature par Auchan, mais également les Carrefour Bio et autres. Même Leclerc a ouvert un Leclerc mi-bio, mi-italien à Nice. Et donc, on a eu cette stratégie qui a, semble-t-il, commencé à porter ses fruits. Il est trop tôt, évidemment, pour dire que cette tendance va se poursuivre, mais on ne peut pas forcément l'écarter. Et si elle se poursuivait, vous pensez que ça pourrait aller jusqu'à quel pourcentage alors, de part de marché? On avait fait un calcul très, très rapide en prenant le taux de croissance de 2017 avec 18% pour les grandes et moyennes surfaces et 12% pour les autres acteurs. Et on a vu qu'au bout de 10 ans, on atteignait 60% de part de marché. Au bout de 20 ans, 70% de part de marché. Au bout de 30 ans, 80% de part de marché. Donc évidemment, c'est un calcul qui est fait comme ça à la main avec une hypothèse extrêmement simpliste. Et il est extrêmement difficile quand on voit même à quel point sur 5-6 ans, on a des tendances qui peuvent s'inverser. Mais en tout cas, ce n'est pas une hypothèse qu'on peut écarter réellement, ne serait-ce que quand on voit comment les grandes et moyennes surfaces en France ont réussi à contrer l'arrivée du hard discount en France, là où en Allemagne, désormais, le hard discount, c'est 40% du marché. En France, c'est moins de 10% même, car au final, la grande distribution française est très puissante, un pouvoir de marché très fort, également une capacité d'adaptation qui a fait qu'ils peuvent copier un modèle, tout en réussissant justement à continuer à être telles qu'elles sont et en même temps à gagner des parts de marché. Est-ce qu'on va vers une bataille entre réseaux de distribution, Dominique Sénécal? Et si bataille il y a, quel est le risque? Bien sûr, ça fait 30 ans qu'on se bagarre, on va continuer à se bagarrer. Mais moi, parce qu'on se connaît quand même bien tous les deux. On a commencé la bio ensemble. À l'époque, on était barbus, chevelus. Et les gens de la FNSEA, les chambres d'agriculture, ils disaient qu'on avait des poux dans la barbe. En gros, on était traités comme des marioles. Aujourd'hui, on a monté un système, alors chacun dans son rôle, on a monté un système qui fait qu'on commence à être regardé. Et puis comme la grande distribution, elle perd des parts de marché, elle se dit, tiens, il y a un marché de niche, là, si on allait voir, peut-être qu'on pourrait faire progresser. Donc moi, je suis ravi. Hein. Je suis ravi que la grande distribution vienne. Participe de la démocratisation du produit sûr, bio, non? Bien sûr. Et en plus, bon, ça fait 30 ans qu'on se bagarre pour la bio. Si la France est en train de passer en bio, allons-y, il n'y a pas de souci. Moi, je dis bienvenue à la grande distribution. Sauf qu'on a construit un modèle sur lequel il n'y a pas que le facteur agronomique qui a été pris en compte. Il y a le facteur écologique et puis il y a le facteur social. Donc si la grande distribution, elle vient, elle prend les deux autres facteurs, pas que le facteur agronomique. Nous, on leur souhaite la bienvenue, on est prêt à travailler avec eux, il n'y a aucun souci. Par contre, s'ils commencent à faire ça pour la bio, c'est très bien, on est ravis parce qu'on va vers un changement de société. Mais nous, on les encourage aussi à faire ça pour ce qui n'est pas bio, parce qu'il n'y a pas de raison que des producteurs bio ils soient mieux traités que des producteurs non bio. Donc si la grande distribution est prête à faire ça, il n'y a pas de souci, on y va avec. Et si elle n'est pas prête à le faire, on va les pousser pour qu'ils le fassent. Donc guerre entre distributeurs, oui, à condition qu'elle ne se fasse pas sur le dos des producteurs et de leur rémunération. Ça reste toujours le... On n'est pas en mesure de poser des conditions. Non. Voilà. Par contre, nous, on continuera à travailler sur ce modèle-là, parce que pour nous, c'est vraiment le modèle social qu'on a envie de développer. Et puis on invite tous ceux qui ont envie d'y participer à jouer la concurrence, puisque c'est là-dessus qu'est basée la société. Et finalement, un peu de concurrence, c'est pas mal ça. Bienvenue à eux, il n'y a pas de souci. Oui. On poursuit. Il semble que la grande distribution, effectivement, aille, ou en tout cas suive cette tendance-là, ne serait-ce que parce qu'il y a une véritable volonté des consommateurs, justement, d'une consommation plus responsable, peut-être d'une répartition plus juste, notamment de la valeur. Mais en même temps, elles-mêmes assument qu'elles sont beaucoup moins dans une démarche militante que les distributeurs spécialisés. Eux-mêmes disent que leur but, c'est la démocratisation du bio.
Et avec effectivement avec un marché, des débouchés qui sont importants et donc forcément une opportunité pour elles, nécessairement. Donc maintenant, si on passe au quatrième facteur clé, c'est le financement de la filière. En effet, actuellement, la filière, elle dépend largement, notamment du financement de l'État sur certaines cultures tout particulièrement, avec l'aide à la conversion et le crédit d'impôt. En effet, l'aide au maintien a été supprimée pour l'année 2018 par le gouvernement en septembre dernier. Au final, le gouvernement a décidé en novembre de compenser en quelque sorte l'arrêt de cette aide au maintien en augmentant le plafond du crédit d'impôt. Mais la question de fond est restée la même. C'est celle du financement. En effet, le gouvernement, lorsqu'il a annoncé la fin de l'aide au maintien... On parle du financement à la production. Hein, bien sûr. Financement à la production, tout à fait. Parce qu'il y a aussi des enjeux à l'aval de la filière. Bien évidemment. Okay. Et au final, donc, le gouvernement a dit, comme tous les défenseurs notamment du financement par le marché, que dans la mesure où la demande était présente, où on l'a vu, les consommateurs sont présents, il faut laisser au bio la possibilité de se financer par le marché. Et ainsi donc permettre de ne plus dépendre des aides de l'État. Le problème d'un passage, on va dire, du financement public au financement par le marché, c'est qu'il faut qu'une filière soit particulièrement solide, structurée et mature pour pouvoir justement affronter les fluctuations du marché, notamment en cas de retournement de la demande. Car sinon, effectivement, il s'agira de compenser la perte du financement public, donc une perte de revenus pour les producteurs, soit par une augmentation des rendements, soit par une augmentation des prix. Et si on augmente les prix, alors on pose la question notamment du financement des externalités positives. Pour les défenseurs du bio, le bio est meilleur pour l'environnement, c'est relativement accepté, pour la santé, même si ça reste encore très largement ouvert au débat. Mais donc si c'est meilleur pour la société, il faut faire en sorte que tout le monde puisse consommer du bio. Et donc que le bio reste accessible. En effet, on voit même déjà actuellement qu'il y a tout de même une ségrégation dans les consommateurs de bio. C'est-à-dire qu'on voit des catégories socioprofessionnelles les plus aisées qui sont surreprésentées dans les consommateurs de bio, ne serait-ce qu'à cause de l'effet prix. Et par définition, donc, si on supprime les aides publiques mais qu'on augmente les prix pour compenser, alors probablement on devrait éloigner encore davantage certains consommateurs. C'est peut-être un peu moins vrai dans le secteur des fruits et légumes, c'est sans doute vrai dans le secteur des grandes cultures et de l'élevage, mais les primes actuelles à la conversion, même si elles venaient à disparaître, ne sont pas suffisamment importantes au regard de la valeur de la production qui sort d'un hectare de verger ou d'un hectare de légumes pour que ça puisse être un élément clé dans le facteur de choix de production bio. Enfin, en tout cas, je pense. Oui, c'est vraiment selon les cultures, effectivement. Mais il n'y a pas que le financement à la production, il y a le financement à l'aval, non? C'est ce que... Effectivement, et il y a aussi, en fait, c'est tout globalement la question du financement de la filière, en fait, qui est posée. Car au final, notamment, si on en revient à ce sujet-là des prix, la question sera également de combien sont prêts à payer les consommateurs. En effet, notamment d'après le dernier sondage de l'agence bio et de CSA, 40% des Français sont prêts, ou trouvent ça normal, de payer davantage pour des produits bio. Mais lorsqu'on leur demande à combien ils sont prêts à payer, s'il s'agit de payer 10% de plus, alors on n'est plus que 30%. Et s'il s'agit de payer 20% de plus, alors il n'y a plus que 10% des Français qui sont prêts à le faire. Donc ça pose effectivement la question de la préférence pour le bio, qui est réelle, mais bien évidemment l'élasticité de cette préférence au prix n'est pas infinie. C'est un peu, en fait, vous faites j'ai envie de dire le même constat au niveau de Biocop également. C'est-à-dire qu'en clair, la filière bio doit se moderniser. C'est ce que le mouvement Biocop disait déjà en 2008 au moment de la création du fonds d'investissement Défi Bio. Je vais vous citer. Donc les textes de Biocop disaient à l'époque, en 2008, la filière bio doit se moderniser. Dans certains secteurs, la concentration est telle que les entreprises ne feront pas grand cas de nos exigences qualitatives. En créant Défi Bio, nous voulons accompagner nos partenaires. C'est peut-être ça aussi, l'une des caractéristiques de la filière. Donc, bio et solidaire, comment on peut traduire ça? Comment ça se traduit dans les faits? Alors, déjà, moi, quand tu me lis ça, je pensais que ça avait été écrit hier, tellement c'est vrai. Donc, on ne s'était pas trop trompé. C'était en 2008. Voilà, ça fait 10 ans, juste 10 ans, quoi. Je vais répondre donc, sur Défi Bio, mais avant, moi, je voudrais quand même parler de notre système de montage de filières et de nos coopératives. Donc, on a
On a 20 coopératives de producteurs qui se sont structurées et qui sont sociétaires de Biocop, donc ils font partie de la gouvernance de Biocop, et sur lequel ils répondent à un cahier des charges du commerce équitable. Commerce équitable, Nord-Nord, bien entendu, puisque c'est des producteurs qui travaillent. Il y a des groupements en fruits et légumes là-dedans? Il y a 5 groupements en fruits et légumes. Sur les 20, il y en a 5 en fruits et légumes. 5 ou 6 même, 5 ou 6 6. aujourd'hui. Okay. Et donc, comme dans le commerce équitable, une des règles, c'est de reverser un pourcentage des achats sur du développement ou de la modernisation. On reverse à chaque groupement de producteurs, on reverse 1% des sommes qu'on lui a payées initialement, ce qui fait que ça lui fait, à condition bien entendu que cet argent soit fait à du développement. Donc il y a la possibilité de financer de la reconversion, de financer de la modernisation, de faire du soutien aux petits producteurs tout en défavorisant des producteurs plus importants. Donc on a mis en place un dispositif qui commence à faire quelques sommes d'argent un peu rondelettes parce que ça fait une belle enveloppe en fin d'année qui est partagée au prorata du chiffre d'affaires donné. Et il y a une partie qui se réservent eux-mêmes pour faire des projets collectifs internes à l'ensemble des... Donc on a un vrai sujet de développement là-dessus. Et puis on a mis en place aussi, donc c'est ceux dont tu fais référence, Défibio, qui est un organisme financier qu'on a mis en place et qui a pour objectif d'aller financer des entreprises de transformation ou de stockage. C'était le cas sur un silo à céréales qui permettait d'isoler le bio du conventionnel. Donc on a été financé avec d'autres intervenants, hein, notamment avec des intervenants de Léa Nature, par exemple, qui ne travaille pas qu'avec Biocop, loin s'en faut. Et on est en capacité de faire la même chose sur d'autres groupements de producteurs. Et comme ici, on est dans un rendez-vous fruits et légumes, on a aidé des groupements de producteurs de fruits et légumes à se structurer au niveau gouvernance, puisque des groupements de producteurs qui ont une croissance comme celle de la bio en ce moment, il y a souvent un déficit de gouvernance et d'organisation. Donc on les a aidés à ce niveau-là et on les aide à se structurer sur le plan informatique, sur tous les plans où ils ont besoin de s'aider, éventuellement sur du développement, d'aller rechercher des nouveaux producteurs si besoin. Donc on a ce dispositif-là qui est en place donc, depuis 10 ans maintenant et qui apporte... alors évidemment, l'enveloppe a considérablement grossi puisque les chiffres d'affaires de Biocop a grossi considérablement aussi. Eh bien, tant mieux, c'est un retour sur la production. Donc, en clair, on va essayer avant de conclure, enfin, je tiens à préciser que s'il y a des questions dans la salle, autant qu'elles se manifestent de suite, on aura un peu de temps pour ça. Alors, on a parlé prix, guerre des prix à la distribution, pression des prix à la production. En fait, on est dans un équilibre de marché qui, pour l'instant, la production est insuffisante, donc il n'y a pas de pression sur les prix. Et c'est ce que vous avez envie de nous dire, je suppose, enfin, c'est comme ça que je l'ai traduit, c'est de dire attention à ce que l'équilibre soit pas rompu et se fasse au détriment du maintien des prix et de la valorisation des producteurs. C'est un peu ce que... Oui, effectivement, c'est-à-dire qu'on met vraiment l'accent sur l'équilibre offre-demande, où on voit qu'en fait c'est un équilibre qui est assez instable, et dès lors qu'il y a effectivement des cycles comme on a eu là, si jamais l'offre ne suit pas du tout, ou en tout cas comme cela a été le cas entre 2014 et 2016, alors d'un coup, si la consommation progresse, on a davantage d'importations. A l'inverse, si effectivement on a un moment moins de consommation et une production qui explose, alors nécessairement on aura des prix qui seront tirés à la baisse. Maintenant, il semble qu'on en est encore, en tout cas, assez loin, ne serait-ce que car on a dû réimporter davantage et que la tendance de consommation de produits bio semble être vraiment durable. Ou en tout cas, c'est vraiment ce qui apparaît dans les enquêtes réalisées auprès des consommateurs de produits bio qui, dans leur quasi-totalité, disent qu'ils veulent maintenir leur consommation bio ou augmenter. Et on voit bien d'ailleurs sur les dernières années, c'était sur le premier graphique, on voyait que autant sur les dernières années, le pourcentage de Français qui consommaient des produits bio est resté stable, au cours des 2-3 dernières années, 88, 89, 90%, autant les consommateurs réguliers ont eux vraiment progressé. Donc en fait, les Français consomment du bio et en consomment de plus en plus. Et encore une fois, ça semble répondre vraiment à une tendance de consommation, on va dire... Pas de risque à court terme? Comment on fait? Il y a toujours des risques. Mais... Si, il y a un énorme risque, alors peut-être pas à court terme, mais à moyen terme. Aujourd'hui, on est dans la situation où il y a un nombre d'intervenants sur le marché bio qui est en train d'exploser. Et on a des
des interlocuteurs qui cherchent à acheter un marché. Donc, bien entendu, ils ne vont pas dévaloriser ce marché pour chercher à l'acheter. Donc, le risque, il est bien là. C'est comment ça va se passer une fois qu'ils se seront accaparés une part de ce marché et comment ils vont réagir par rapport à la production, par rapport aux producteurs. Comment vous faites chez Biocop? Quelle manière pour anticiper? Vous contractualisez, vous planifiez? Nous, on contractualise au minimum à 3 ans. Pour tout ce qui est fruits et légumes, c'est au minimum à 3 ans. Pour tout ce qui est culture pérenne, c'est minimum 5 ans. Mais ça ne suffit pas de contractualiser. Ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir les gens à la même table quand on discute des prix bas et des prix hauts et dans des conditions de discussion qui soient des conditions de discussion et pas des conditions de négociation. Je veux dire, simplement de contractualiser, tout le monde le fait aujourd'hui et tout le monde continuera à le faire. Ça fait partie des obligations légales. Donc, il ne faut pas se contenter de dire on contractualise à 3 à 5 ans. C'est qu'est-ce qui se passe s'il y a un accident de parcours, comment c'est rémunéré, comment c'est mutualisé. C'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Donc, il faut aller plus loin que de dire c'est contractualisé. Donc, bien sûr qu'on a toujours contractualisé à Biocop. Ça fait partie des valeurs du mouvement de la bio. Ben oui, ça ne suffit pas. On peut pas. Alors, est-ce qu'on peut se permettre de donner quelques questions dans la salle? Qui veut bien poser une question? C'est le moment. Il suffit de lever le doigt pour avoir le micro. Le micro, on peut en donner un. Ou rapprochez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Oui, bonjour. J'aimerais savoir quelle est la part de bio dans les fruits et légumes en pourcentage, s'il vous plaît. La part du bio des fruits et légumes. Alors, le marché en volume, la production bio française représente 7% de la production française et en volume, j'entends, et en valeur 10% actuellement. Donc, c'est plus ce qu'on disait tout à l'heure. C'est plus un marché de niche avec la niche qu'on voyait tout à l'heure du dessinateur. Non, c'est un vrai segment de marché. Et peut-être que le temps est trop long, mais c'est certainement un segment de marché qui va être appelé à se segmenter lui-même avec différentes manières de le mettre en marché, de le proposer avec des contractualisations ou pas au sein de la filière. Et la part d'importation bio? La part d'importation, on avait le graphique tout à l'heure. Le graphique. Je ne sais pas si on peut revenir sur le graphique. Ça va être compliqué, mais en fait, elle est surtout occupée par des produits de contre-saison, comme on l'a dit Dominique tout à l'heure. Hein. Dans les fruits et légumes, bio ou pas bio, les agrumes, la banane, c'est des produits qui sont très consommés. C'est vrai aussi en bio, donc ça ne peut venir que d'ailleurs. Et ça peut aussi être en contre-saison, mais sous condition qu'il n'y ait pas de production française qui soit là. Nous, si on exclut tout ce qui ne peut pas être produit chez nous, donc tout ce qui est agrumes, bananes et produits qui ne peuvent pas être produits chez nous, on tourne autour de 80% en production française et on a à peu près 20% d'agrumes. Restons dans l'Europe simplement, c'est-à-dire Espagne, Italie Mais nous, et autres. Quel est le pourcentage, je dirais, allez, on va parler des fruits par exemple, ne serait-ce que ça. Chez Biocop, c'est à peu près 20%. 20% d'importation. Voilà. Qui a très plus un pays qu'un autre ou quoi? Principalement Espagne et Sicile. Et quelle garantie vous avez sur ces pays-là du produit bio? Alors, la législation européenne est censée être la même partout. Oui, tout à fait. Oui, n'empêche que comme on nourrit quelques doutes malgré tout, on a été voir de nous-mêmes et on y est allé avec des techniciens. Oui. Ce qui n'empêche pas qu'on y retourne fréquemment pour vérifier que ce qu'on a vu est toujours d'actualité. Je vous dirais que c'est pareil en France qu'en Espagne, oui, ou ailleurs. Il ne faut pas jeter la pierre à l'Espagne parce que c'est ceci ou cela. Mais moi qui tourne beaucoup, je observe les mêmes inconvénients d'une part et d'autre. Mais surtout concernant le bio. Dans l'Hexagone, nos intervenants, tout le monde se connaît. Oui, tout à et fait. c'est beaucoup plus difficile pour eux. Par contre, quand les gens sont loin, on s'aperçoit qu'il faut y aller, y retourner, y retourner. Une autre question là-bas, s'il vous plaît. Je termine. Est-ce que, je dirais, la production intégrée ou raisonnée, est-ce qu'elle vous gêne ou est-ce qu'elle vous aide pour le bio? C'est confusant pour le consommateur. Après, pour la nature, je pense que c'est de toute façon une situation meilleure, mais pour le consommateur, c'est confusant. Merci. Une autre question là-bas. Merci. Mais qu'est-ce qui est prêt à faire le réseau Biocop, notamment par rapport à la concurrence des GMS? Savoir est-ce que vous avez des changements de structure prévus pour faire face à ces gros investissements qui sont quand même prévus de ce secteur de la distribution?
Alors, je ne vais pas vous dévoiler la stratégie de Biocoop, là où on risque d'avoir toute la concurrence présente, hein, bien entendu. On a un développement qui continue, qui va continuer. Je pense que ça passe en partie par le maillage du territoire. Je pense qu'aujourd'hui, plus ça va et moins les consommateurs sont prêts à faire de la distance pour aller chercher les produits. Donc on va rapprocher les lieux de distribution des consommateurs. On va continuer notre stratégie de construction de filières avec des groupements de producteurs qui sont intégrés à la coopérative, ce qui fait qu'on a le meilleur dialogue possible. Et puis après, on va avoir une stratégie de prix, mais on va la garder pour nous, pour aujourd'hui, quoi. Une dernière question peut-être? Bon, apparemment, pas d'autres questions. Peut-être votre réaction par rapport, enfin, votre synthèse, s'il y en avait une à chacun. Non, effectivement, on voit que ce changement d'échelle nécessaire de la filière bio, notamment à cause, ou plutôt grâce à cette consommation qui est présente de la part des Français et qui en tout cas semble vouée à durer, va effectivement dépendre ensuite de plusieurs mutations, de la capacité à se moderniser, effectivement. À se moderniser, ça j'en doute pas, c'est déjà en place, c'est déjà en train de se faire. Exactement, tout à fait. C'est un processus qui est continu. Également, l'augmentation de la taille d'exploitation peut être une hypothèse pour justement permettre d'augmenter les rendements et ainsi compenser à court terme, ou en tout cas à moyen terme, lorsque les aides publiques seront finies, effectivement permettre de compenser afin de ne pas devoir augmenter trop les prix et ainsi permettre notamment à tous les consommateurs de produits bio de continuer à consommer. Alors, juste, donc vous aviez une publication à la COFAS qui titrait Le secteur bio est-il condamné à renier ses principes? C'était un peu provocateur, certes, c'est ce qui nous a amené d'ailleurs à cette conférence aujourd'hui. Alors, c'est quoi les principes? Peut-être utile de les rappeler chez Biocoop, en tout cas, pour la filière bio, c'est quoi les principes? Nous, les principes, c'est déjà un développement d'une agriculture biologique et d'une distribution de produits biologiques qui s'appuie sur une coopérative. Donc des intervenants qui sont tous traités à la même égalité. Donc on n'est pas sur le rapport de force de la société telle qu'elle est construite aujourd'hui. Ça, c'est un des principes fondamentaux. Un autre principe, c'est qu'on ne fait pas de développement s'il n'est pas durable. Et que pour qu'il soit durable, il faut que les 3 piliers soient repris en considération. Pilier agronomique, c'est comment on cultive, mais c'est quelles sont les répercussions, ça doit être pris en compte. Répercussions environnementales et sociales, ça doit être pris en compte parce que c'est comme ça qu'on construira un modèle de société. Et puis, qu'est-ce que je veux dire après, un des principes, c'est que le produit a une valeur, il faut que cette valeur soit reconnue. Et elle revienne aux producteurs. À partie proportionnelle correspondante au travail qu'il a fait. Chaque maillon de la filière doit trouver sa juste rémunération. Il est complètement anormal que les tarifs de la production laitière soient faits par deux ou 3 intervenants mondiaux. C'est complètement aberrant et c'est pour ça que Biolais est constitué et c'est le travail qu'on va continuer. C'est là où sont les valeurs de l'agriculture bio qu'on essaye de promouvoir. Je suis sûr que le débat, il aurait mérité presque beaucoup plus longtemps que ça. Moi, si j'avais envie de conclure, moi je dirais qu'il faut se méfier des termes caricaturaux. Bio-industriel, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, moi j'ai envie de parler plutôt de bio-progressiste, c'est-à-dire une bonne synthèse entre la dimension qualitative, quantitative, et aussi sur sa dimension sociale. On vient de le voir au travers donc, de l'expression du réseau Biocoop. Donc, avec une volonté de démocratiser le bio, le rendre plus accessible, tout en gardant bien sûr sa dimension environnementale, parce que c'est le respect de la biodiversité. On peut jouer sur résidus ou pas de pesticides. En tout cas, on n'en utilise pas en agriculture biologique et on s'arrange pour que la biodiversité soit globalement préservée à tous les maillons de la chaîne et en particulier à la production. Merci à vous et à bientôt. Merci.